Bonsoir. Près d'une dizaine de mines industrielles fermées, imaginez les conséquences en termes de perte d'emplois et de recettes pour l'État. La crise sécuritaire fait passer un sale temps au secteur minier. L'impact de la crise sécuritaire sur le secteur minier, nous proposons le débat ce soir sur ce plateau spécial. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre donc. Des invités, des hommes de science, des hommes d'expérience pour nous parler justement de ce thème. Avec nous, le docteur Kevin Lompo, il est enseignant-chercheur en économie du développement à l'université Thomas Sankara, spécialiste en économie des ressources naturelles et en RSE, responsabilité sociale des entreprises. Vous êtes également titulaire de 2 masters, c'est bien ça, docteur? Bonsoir, bienvenue. Merci bien. Je suis responsable pédagogique de 2 masters, donc de formation. Voilà, à l'université. Tout à fait. Thomas Sankara. Merci et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Docteur Nebila Amadou Yaro est ancien ministre en charge de l'économie numérique. Il est ancien directeur général de l'ENAREF, l'École nationale des régies financières. C'est un spécialiste en droit des affaires, droit économique, les finances publiques, la fiscalité n'ont plus de secret pour lui. Il a d'ailleurs mis sur le marché un ouvrage sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et bientôt sur la fiscalité locale et développement territorial. Je rappelle également que vous êtes expert consultant actuellement au niveau du Comore. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir. Vous faites quoi exactement au Comore? Je suis assistant technique d'un projet qu'on appelle le PAGEF, le projet d'appui à la gouvernance financière. C'est un projet qui a pour ambition d'aider l'Union des Comores à augmenter donc les recettes fiscales. Ensuite, à maîtriser les dépenses publiques et puis à mettre en place un dispositif de formation au profit donc des agents du ministère des Finances. Et voilà, l'expertise burkinabé donc qui se vend à l'international. Et puis avec nous, vous le connaissez très bien, c'est notre consultant en sécurité, Mahamadou Savadogo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec nous aujourd'hui, on parlera donc de la situation sécuritaire, son rapport avec le secteur minier, un secteur assez important pour l'économie burkinabé aujourd'hui. Alors, on commence avec vous, docteur Kevin Lompo, puisque vous êtes spécialiste, justement, vous travaillez sur les ressources naturelles du Burkina Faso. De façon globale, est-ce qu'on peut dire, comparativement aux autres pays de la sous-région, que le Burkina Faso est un pays riche en ressources naturelles? Oui, ça, on peut le dire. Bon, ce soir, donc, pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire les mines, on peut noter que jusqu'en 2007, on avait une seule mine d'or qui était en activité. Mais depuis cette date, jusqu'à 2021, nous avons 17 mines, dont 16 mines d'or et une mine de zinc. Il faut dire que en économie minière, le cycle minier au Burkina Faso est en hausse, ce qu'on appelle un boom minier. Le boom minier, c'est une hausse de la production dans un pays. Il faut dire que le secteur minier évolue par cycle. Et là, nous sommes effectivement en haut du cycle minier. Donc le Burkina vit un boom minier. Voilà, donc le Burkina vit un boom minier qui s'est traduit en termes de production par... nous avons les données de 2021, par exemple, 66 tonnes d'or et 166 000 tonnes de zinc qui sont produits par les mines au niveau du Burkina. On peut donner quelques indicateurs économiques. Par exemple, la contribution au budget de l'État en 2020, 15% des recettes, ça correspond à peu près à 397 milliards de francs CFA au budget de l'État. Contribution aux exportations du Burkina Faso, 83%, ça représente à peu près 2050 milliards de francs CFA. En termes d'emploi, il y a 15 000 emplois directs qui sont générés par le secteur minier et 51 000 emplois indirects. Voilà. Donc, il y a à peu près 66 000 emplois qui sont générés directement ou indirectement par le secteur minier. Ensuite aussi, on peut citer quelques fonds qui sont alimentés par le secteur minier. Vous avez par exemple le Fonds de développement local
qui a généré en 2021 49 milliards. Mais si on regarde depuis que le fonds a commencé, on est environ à 144 milliards de financement au fonds de développement local. Et puis ensuite aussi, il y a un fonds en recherche géologique qui aujourd'hui est de 15 milliards, par exemple. Voilà. Donc, globalement, nous sommes en Afrique 4e producteur d'or. 4e producteur d'or en Afrique. Ce qui est assez intéressant comme classement. Et au regard de tout ce que vous venez de nous offrir comme données, on voit donc que c'est un secteur assez important pour l'économie et pour le développement de notre pays. Ça, c'est indéniable. Justement, vous parlez du volet formation à travers ce fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, pour ce secteur-là, on a l'expertise qu'il nous faut en termes de ressources humaines? Oui, on peut le dire. On peut dire qu'on a, en termes de formation, il y a quand même une certaine expertise qui est là. Pas dans tous les corps de métier, malheureusement, mais dans beaucoup de secteurs, en particulier pour celui qui est de la géologie. Ça, nous avons de très bons géologues qui sont formés. Pour ce qui est proprement du secteur minier, il y a l'université de Fada qui forme effectivement des ingénieurs en mine, donc qui sont très bien formés. Qui est malheureusement impacté aujourd'hui par la situation sécuritaire. Exactement. Donc c'est de tout cela qu'on va parler ce soir. Alors, docteur Yaro, il a exposé justement une situation en parlant notamment de recettes, mais la question c'est aussi cela. Je parlais d'expertise. La fiscalité minière, c'est une expertise qui existe. Elle est presque inexistante, non, chez nous? Non, elle existe. Elle existe simplement, vous savez, comme dans tout processus de développement, il faut former ce que nous appelons un peu un seuil critique, je dirais donc, de personnes qui vont, à partir de ce critique-là, qui vont impacter maintenant dans le secteur. Sinon, nous avons des spécialistes en fiscalité minière. Ils ne sont peut-être pas aussi nombreux qu'on le souhaiterait, mais il existe quand même une expertise locale avérée qui connaît très bien dans le secteur minier et qui peut vraiment impacter, développer donc dans ce secteur-là, donc sur le plan fiscal. Je voudrais revenir un peu sur ce que l'on peut tirer comme conséquence, je dirais, donc, de tout de ce boom minier dont a parlé Dr Lompo. Je pense que, vous savez, en fiscalité, on dit que toute matière imposable est toujours bonne à prendre. Donc, le secteur minier constitue, je dirais, une matière imposable donc pour le ministère des Finances, pour tout ce qui est finances donc publiques. Donc, de ce point de vue, tout ce qui va arriver comme élément externe va impacter donc sur cela. Il a parlé, par exemple, de la contribution au produit intérieur brut. Donc, c'est la contribution plutôt à la richesse nationale. Il a parlé donc des emplois qui, vous savez que quand il y a un employé, il y a tout un processus donc, fiscal donc, autour de cette personne. C'est un consommateur, il paye des UTS, et ainsi de suite. Donc, pour nous, je dirais que lorsque l'on dit qu'un secteur est dans une situation de boom, c'est toujours quelque chose qui impacte positivement sur le plan fiscal. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que ce secteur-là contribue comme on le souhaiterait ou comme on le voudrait sur le plan fiscal? Ça, c'est un autre débat. Mais je dois dire que, véritablement, le secteur minier impacte énormément donc, sur les finances publiques et toute situation qui vient impacter négativement donc, sur ce secteur, bien évidemment, impacte négativement donc, sur le plan donc, des recettes fiscales. D'accord. Alors, Mahamadou Sawadogo, on parle de sécurité. Le terrorisme se nourrit justement des ressources naturelles du pays, il faut le dire, notamment des mines. Oui, effectivement, on dira que les mines sont un enjeu. Aujourd'hui, c'est le plus grand enjeu et qui doit être mis sur la table parce que les groupes armés ont forgé leur stratégie autour de cet enjeu-là. Parce que vous savez très bien que le secteur de l'or, c'est un secteur qui est très bien lucratif et aussi c'est un secteur qui permet d'écouler très facilement et de blanchir facilement. Et lorsque vous avez de l'or, c'est facile d'acheter tout ce que vous voulez. Et donc, une des stratégies des groupes armés, effectivement, c'est de plus en plus de prendre le contrôle de ces mines
pour le moment, ce n'est pas les mines artisanales, mais... Et pour le moment, ce n'est pas les mines industrielles, mais pour le moment, c'est les mines artisanales. Donc, en mettant la pression sur les mines artisanales, du coup, il y a une manière directe aussi de mettre la pression sur les mines industrielles. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez les mines qui sont fonctionnelles, et la plupart de ces mines sont dans l'épicentre de la violence. Et ça, normalement, ça ne devrait pas arriver. On devrait être en mesure de sécuriser ces mines parce que c'est des sites sensibles, c'est des points stratégiques pour notre économie et on devrait être en mesure de les sécuriser. Et justement, impacter ce secteur, c'est autrement aussi impacter l'économie du pays quand on regarde justement sa contribution. Autrement aussi, stratégiquement, si le secteur est suffisamment touché, ça veut dire que le pays aussi n'aura pas les ressources pour faire face aux moyens de lutte. C'est aussi cela. Absolument. Et juste pour que vous compreniez que les groupes armés terroristes sont très patients et ils sont très méthodiques et stratégiques dans la progression lorsqu'ils s'en prennent à un pays. Et c'est cela qui les permet d'ailleurs aujourd'hui de faire basculer tout un pays, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina. Et on peut dire que l'instabilité politique aujourd'hui est liée à l'insécurité. Et si aujourd'hui les mines sont un enjeu majeur, nous pensons qu'effectivement, il devrait y avoir une protection particulière autour de ces sites miniers. Et aussi une protection particulière autour de tout ce qui est lié et de ce qui est autour de ces sites. Et malheureusement, comme j'aime le dire, malheureusement, les groupes armés ont encore une longueur d'avance. On a l'impression qu'ils ont une carte, la carte minière en main et qu'ils progressent. Lorsqu'on affiche les zones les plus touchées, lorsqu'on affiche sur une carte le niveau de la violence, le niveau de la menace, elle suit exactement les ressources minières et aussi les ressources naturelles. Ça veut dire qu'on peut même anticiper sur l'avancée des groupes armés et en suivant effectivement ces ressources minières et ces ressources naturelles. Vous savez aussi que les ressources naturelles, à l'intérieur de ces ressources naturelles se trouvent des ressources minières. Voilà pourquoi effectivement c'est très stratégique ce secteur-là. Oui. Je voudrais juste compléter ce qu'il dit. Vous savez que pendant un certain moment, dans nos processus de développement, les programmes de développement, il y avait ce qu'on appelle les pôles de croissance qu'on avait créés. Et on avait créé donc des pôles de croissance. L'idée, c'était que la croissance économique se déroule autour d'un certain nombre de pôles. Et le pôle du Sahel, c'était un pôle qui tournait autour des mines. Et aujourd'hui, on ne parle plus trop donc, de ce pôle de croissance parce que justement, en raison donc, de l'insécurité. Et je sais qu'il y a un certain nombre donc, de mesures qui avaient été prises, il y a tout un ensemble de processus qui avaient été mis en place pour justement développer donc, ce pôle de croissance-là, dans l'idée donc, que tout le Nord, donc, le Sahel, le Nord donc, pourrait donc, être impacté donc, positivement. D'accord. On va à présent parler justement de cet impact. En tout cas, c'est une situation quelque peu catastrophique, hein, pour ne pas trop exagérer, pour le secteur minier. J'imagine qu'au niveau de la Chambre des mines du Burkina, actuellement, ça doit pas être tout à fait aisé de gérer toute cette situation, de défendre les intérêts de ces sociétés minières. Je vais voir avec vous, Dr Lompo, si mes chiffres sont bons. Sur les 17 mines industrielles, aujourd'hui, combien sont-elles encore aujourd'hui fonctionnelles? Je crois que selon mes chiffres, il y en a 8 sur les 17, 9 fermés. On parle de Yuga, de Waré, de Netiama, de Taparko, de Borom, de Karma, de Perkoua, et 2 qui sont aussi en fin de production, hein, Bouéré, Samtenga. Est-ce que c'est exactement ça, Dr Lompo? Oui. C'est-à-dire qu'il y a des mines qui sont en train d'être fermées pour cause d'insécurité. Il y a d'autres qui sont en train d'être fermées pour d'autres causes. Par exemple, Perkoua est en train de fermer. Voilà. Mais c'est à peu près ça. Mais pour les mines fermées pour cause d'insécurité, on peut dire que la grosse partie des mines qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, c'est dû à cette situation. Exactement. La grosse partie des mines fermées actuellement est due à l'insécurité. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que l'insécurité n'impacte pas seulement la production, mais c'est l'ensemble de la chaîne du processus depuis l'exploration jusqu'à la production. Parce que au niveau de l'exploration est quasiment à l'arrêt. Aujourd'hui, on ne donne plus de titres pour explorer. C'est même pas ça. C'est que même les sociétés qui ont des titres n'arrivent plus à explorer
pour cause d'insécurité, puisque ces zones-là qui sont données en exploration sont dans des zones d'insécurité. Donc beaucoup de mines ont demandé une suspension de leur permis parce qu'elles n'arrivent plus à mener leurs activités. Parce que le permis a une durée de vie. Ben, tout à fait. Et alors que c'est de l'investissement, le permis, pour l'avoir. Exactement. Mais ça, c'est très dangereux parce que, comme je le disais, le boom minier est un cycle. Donc, si on n'arrive pas à continuer la recherche pour essayer de trouver de nouvelles possibilités d'exploitation, que ce soit de nouvelles mines ou de développement de mines, ça veut dire que ça va s'arrêter. Donc, l'exploration est quasiment à l'arrêt. Ensuite, après, quand on explore et qu'on trouve des mines, il faut les développer. Donc, construire des mines. Le développement aussi est compromis aujourd'hui puisque vous avez des projets en attente qui n'arrivent pas à trouver de financement, de ressources, d'investisseurs à cause du risque sécuritaire. Parce que quand on investit, eh bien, on veut retirer quand même un profit. Mais le risque sécuritaire fait que beaucoup d'investisseurs ne sont plus prêts à mettre leur argent. Aujourd'hui, justement, ça c'est un impact assez important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu d'investisseurs veulent venir au Burkina. Tout à fait. C'est-à-dire que le secteur minier se meurt. C'est ça la réalité. Oui. Bon. Ensuite, quand on prend les mines en production, effectivement, on a déjà dit, il y a 6 mines qui sont arrêtées. On pense qu'en 2021, le manque à gagner est à peu près de 24 milliards. Vous avez les coûts de production qui ont augmenté. Les gens estiment, enfin, les estimations tournent autour de 10 à 25% en fonction des situations dans l'augmentation des coûts de production, puisque vous avez des schémas particuliers de sécurisation des sites qui ont été mis en place. La logistique a complètement changé, puisqu'il faut maintenant des approvisionnements. Et vous avez des mines comme Essakane ou Boungou qui dépensent énormément pour l'approvisionnement de leurs mines. Et il faut les féliciter et les encourager parce qu'il ne faut pas oublier que ces logistiques qui vont dans les mines sont des services payés. Tout à fait. Et que dans ces services payés, on profite aussi pour approvisionner les villages ou les villes, les localités dont dépendent ces mines-là. La loi sur le local content qui a été d'ailleurs récemment adoptée, malheureusement, le contexte n'est pas favorable à... Tout à fait. Ça, c'est un autre impact. Ça, c'est un autre impact. On va revenir parce sur ça, il y a l'impact sur la production, mais ça, il y a aussi tout l'impact sur le local content. Voilà. Ensuite, même déjà, si on continue dans les mines en production, les mines qui sont fermées, il faut continuer à les sécuriser. Puisque si, comme l'expert en sécurité disait, si ces mines-là ne sont pas sécurisées, elles peuvent tomber dans les mains des terroristes et servir le financement. Et ça, c'est encore plus grave. Comprenez, ça, c'est encore même plus grave. Bon, c'est un phénomène qui est bien connu. C'est un phénomène qui est bien connu en et cette sécurisation politique. Relève de qui? De l'État à travers la Convention, ou ce sont les mines qui doivent continuer à investir dans cette sécurisation? Je ne suis pas politiste, mais je pense que la sécurisation revient en premier à l'État, qui a la force. Parce qu'il y a une convention où l'État aussi s'engage à... Tout à fait, oui. Donc la sécurité relève des prérogatives de l'État. Ça, on ne peut pas dire autrement que ça. Voilà. Oui. J'aimerais effectivement dire que la sécurité relève de l'État. C'est pour ça que l'État avait mis en place l'ONACIM, qui était une agence qui était chargée d'organiser la sécurisation. Mais malheureusement, elle est présentement en hibernation. Elle n'a pas pu fonctionner au moment où on avait besoin d'elle. C'est-à-dire que présentement, on la voit à peine. Mais il faut reconnaître que la situation est tellement extrême et grave que aujourd'hui, il n'y a que peut-être l'armée qui puisse effectivement continuer à aider les mines en production à continuer de produire. Donc, quelques chiffres. Depuis 2017, vous avez au moins une centaine d'incidents qui ont ciblé ces mines-là. Plus de 100, mais une centaine qui ont directement ciblé ces mines. C'est-à-dire soit autour, soit à côté de ces mines. Et vous avez près de 200 incidents qui ont touché ces mines au cours du trajet, c'est-à-dire lorsque ces mines doivent se ravitailler. Je vous signale que pour ravitailler ces mines, c'est tout un dispositif sécuritaire qu'on met en place pour permettre
et de ravitailler ces mines en produits de première nécessité, non seulement les produits pour la transformation de l'or, etc., etc. Je ne suis pas spécialiste, mais pour dire que c'est toute une logistique que l'armée déploie. Et cette logistique déployée, c'est un manque à gagner aussi pour l'armée. Parce que pendant que l'armée est en train d'escorter pour sécuriser ces mines, les groupes armés savent qu'effectivement, ils peuvent taper quelque part. Il y a des effectifs en moins. Effectivement. Et à chaque fois, effectivement, il y a ces escortes sont harcelés du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour dire que cette pression énorme qui est mise sur les mines et autour des mines fait qu'aujourd'hui, il y a même la population qui commence à se retourner contre ces mines en disant que l'État met trop de moyens pour la sécurisation de ces mines. Et pourtant, il le faut. Alors qu'effectivement, il le faut. Il le faut, c'est une nécessité et c'est même une obligation. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse ces mines tomber entre les mains des groupes armés terroristes, eh bien, on va en tirer les conséquences parce que ça va les rapporter une manne incommensurable. Rien qu'avec l'orpaillage artisanal, ce qu'ils arrivent à tirer, c'est énorme, entre 15 et 20 milliards par an. Et vous avez rien que le trafic de cyanure. En 2019, le trafic de cyanure a rapporté à ces trafiquants et à ces groupes armés terroristes dans la sous-région près de 100 milliards et 100 millions de dollars. Donc, en gros, 61 milliards 500 de francs CFA. Rien que le trafic de cyanure. Donc, à cela, vous ajoutez le trafic de l'or et vous ajoutez les motos et le carburant. C'est pour vous dire que c'est vraiment stratégique et il faut à tout prix prendre le contrôle et maîtriser ce flux-là. Sécuriser les sites miniers, c'est couper aussi de la ressource à ces groupes armés. Exactement. C'est couper de la ressource à ces groupes armés, mais c'est aussi prendre même le contrôle de certaines zones stratégiques, puisque vous savez que, comme l'a dit le docteur Yaro, ces sites sont dans des pôles de croissance. Et cela va permettre effectivement de ramener de l'économie, de ramener de l'activité autour de ces mines, donc de couper non seulement l'économie, mais aussi les bras armés de ces mines, parce que les zones désœuvrées, si ces mines se ferment, ils ne vont faire que rejoindre ces mines. Alors que si ces mines continuent de fonctionner normalement, en principe, ça va générer de l'économie autour de ces mines, et même à l'intérieur de ces mines. Et Dr Lompo disait que la main-d'œuvre la plus importante dans les mines, effectivement, c'est les ouvriers, je pense. Les ouvriers qui ont été recrutés localement. Donc, ça veut dire que ça va être vraiment une manière stratégique, non seulement de couper leur économie, mais aussi de couper les bras armés parce qu'ils recrutent au sein des populations qui n'ont pas de travail. Et permettre aux mines de fonctionner, de continuer à recruter au niveau local, c'est effectivement, justement, trouver aussi une solution à cette question terroriste. Alors, docteur Yaro, le docteur Lompo parlait tout à l'heure des recettes. Ce sont des pertes énormes, justement. Tout à fait. Ce sont des pertes énormes. Comme je le disais au départ, évidemment, lorsque la mine ne fonctionne plus, vous savez, on n'a pas des pots de croissance tout de suite. Vous savez qu'autour des mines, la mine, elle est structurante, quoi, en fait. La mine, c'est un secteur qui est structurant. C'est-à-dire, autour de la mine, il y a tout un ensemble d'activités, donc, comme il a dit, qui se développent et qui créent donc de la valeur ajoutée. Et qui permet à l'État de collecter les ressources. Exactement. Si vous prenez, par exemple, au niveau local, dans les recrutements au niveau des ouvriers, ce sont des gens qui entretiennent des familles, ce sont des gens qui permettent donc, qui créent une économie locale. Donc, il est évident que lorsque la mine est en difficulté, évidemment, sur le plan fiscal, sur le plan des recettes fiscales donc, de l'État, il y a également donc, ces difficultés-là. Mais je voudrais vraiment insister sur l'aspect recherche dont il a parlé. Je pense que c'est un élément très important. Vous savez, lorsqu'on fait les prévisions budgétaires, on fait aujourd'hui des prévisions sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si aujourd'hui, les mines n'arrivent pas, je crois que les campagnes de recherche géologique sont quasiment arrêtées en ce moment. Voilà. Donc, si ça s'arrête, ça veut dire que on ne peut plus vraiment prévoir ce qui va se passer donc, dans les 2 ou 3 ans sur le plan des recettes budgétaires. Alors qu'un État qui se veut sérieux... C'est difficile aujourd'hui de prévoir sur la base des recettes minières. Voilà, effectivement. Parce que ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on regarde donc ce que les mines vont trouver comme nouvelles ressources.
Et en ce moment, donc, on peut faire des prévisions pour On peut faire de la planification. Voilà, pour faire la planification. Et ça, c'est un gros problème en ce moment. Et si on ne fait pas attention, je pense que tous ces aspects de planification, on risque de se retrouver avec un budget qu'on sera obligé donc de refaire chaque année, et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas bon pour le processus. Un budget qu'on ne maîtrise plus Voilà, finalement, parce qu'à tout moment, il y a ces chocs. On ne sait pas s'il y a une mine qui va encore fermer, etc. C'est assez difficile et complexe. C'est même stressant à un certain moment, parce que bon, lorsque vous êtes dans ce domaine-là et que vous devez satisfaire un certain nombre donc, de besoins, les besoins de l'armée aujourd'hui sont des besoins qui sont importants, et ces besoins-là viennent de la fiscalité. Ce sont les ressources propres qui alimentent ces besoins. Il est évident que ça devient assez stressant à un certain moment. Des pertes estimées, vous l'avez dit, à quelques 24-25 milliards de francs CFA, c'est bien ça? Exactement. Oui. C'est à peu près ça les chiffres. Mais il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi les emplois. Oui, on allait en venir justement. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui... Combien d'emplois détruits aujourd'hui? En emplois directs, on estime à peu près à 2500 emplois directs. Et puis à peu près 3200 emplois indirects. Donc ça fait à peu près 5700 emplois directs. Emplois au total. Mais ce qu'il faut pas... Plus de 5000 emplois. Voilà. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que, comme vous savez, que dans les estimations de la Banque mondiale, il y a dans les pays en développement, comme le Burkina, il y a à peu près 5 ou 6 personnes qui dépendent d'un emploi. Donc quand on calcule tout ça, vous avez ces emplois, ces 5700 emplois qui sont perdus, mettent directement en situation de vulnérabilité à peu près 30 000 personnes. 30 000 personnes. Qui dépendaient de ces salariés. De ces salariés-là qui sont en situation de vulnérabilité parce que ces gens-là ont perdu leurs emplois. Donc, à la catastrophe économique s'ajoute une catastrophe sociale qui est prévisible. Et dans un contexte humanitaire assez difficile où justement ces emplois aussi permettent de contribuer à la prise en charge justement de cette crise humanitaire. Tout à fait, puisque comme le docteur Yaro l'a dit, il faut que l'État ait suffisamment de ressources pour pouvoir prendre en charge les PDI, donc les personnes qui sont déplacées. Il faut que l'État ait suffisamment de ressources pour pouvoir consacrer à ces gens-là une bonne prise en charge. Donc, mais si tout le secteur est sinistré, ça devient quand même compliqué. Ça devient quand même compliqué. Mais je voulais quand même vraiment revenir sur ce que le spécialiste en sécurité a dit. Le financement, parce que il est bien connu depuis la guerre du Biafra. Depuis la guerre du Biafra, au Nigeria, les collègues nigériens ont théorisé ce qu'on appelle la théorie de la faisabilité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des ressources naturelles, et lorsqu'un conflit éclate, l'une ou l'autre partie essaye de contrôler ces ressources-là pour financer ses objectifs. Donc ça, c'est bien connu depuis les années 60. Donc je pense que, comme il l'a dit, si on essaye de renforcer la protection du secteur minier, par le fait même, on coupe une bonne partie du financement au terrorisme. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire, en dépit des situations difficiles économiquement, socialement, c'est-à-dire que même sécuritairement, pour l'ensemble de la société, il est vraiment important de mettre suffisamment de moyens pour protéger le secteur minier. C'est vraiment important. Oui, docteur Yaro, c'est vrai que du dehors, parfois les Burkinabés, ça polémique beaucoup, ça fantasme beaucoup sur le secteur minier, sur les ressources. On pense qu'il y a tellement d'argent là-bas à prendre et on pense qu'il faut que ce secteur doit faire encore davantage. Mais il y a un contexte qui vient nous rappeler aussi qu'il y a cette nécessité de travailler à préserver ces ressources. Sinon, justement, à un moment donné aussi, ce qu'on reçoit déjà de ce secteur risque d'être effectivement compromis. On parlait tout à l'heure de ces recettes que nous avons déjà perdues du fait de la situation sécuritaire et de ces mines qui sont fermées aujourd'hui autour de 24-25 milliards de francs CFA. On a parlé aussi de ces emplois. C'est énorme, justement. C'est une situation qui doit interpeller. C'est une situation qui interpelle, c'est une situation qui est difficile, c'est une situation sur laquelle il est essentiel
on mène, je ne dirais plus une réflexion, parce qu'à mon avis, nous ne sommes plus au stade de la réflexion. Il faut mener vraiment des actions assez sérieuses. Je crois que le secteur des mines, de manière générale, il y a quelque part une sorte d'incompréhension. Il y a quelque part une sorte d'incompréhension entre la plupart des acteurs, que ce soit les acteurs de la société civile, les populations, ainsi de suite, où véritablement on pense que le secteur minier, c'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que cette vision des choses, parfois, remet certains paramètres en cause. Lorsque, par exemple, au plan fiscal, certains estiment que la fiscalité, par exemple, des minières n'est pas suffisamment à la hauteur de ce que l'on devrait avoir, je pense qu'il faudra quand même qu'il y ait, que les débats soient pesés, il faut relativiser. Parce que le secteur minier, comme tous les autres secteurs, c'est quand même du business d'abord. C'est quand même du business. Quelqu'un a soulevé le fait que ce sont des gens qui viennent pour investir. Donc, en investissant, ils ont des plans de développement, des plans de financement, et ainsi de suite. Et ils essaient le plus important, c'est le respect des conventions. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, je pense que les conventions, elles doivent être respectées. Personne ne nous a obligés à les signer. C'est nous qui les avons signés, donc il faut les respecter. Et dans ce respect-là, je pense qu'il faudrait respect mutuel, hein? La société minière doit respecter, mais l'État aussi doit respecter les clauses. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut apaiser le débat. Je pense qu'il faut ramener le débat à un niveau où chacun doit pouvoir donc s'en sortir. Et c'est pour ça, souvent, depuis toujours, moi j'ai toujours pensé qu'il faudra que nous arrivions à une rencontre un peu annuelle entre les acteurs du secteur minier et je dirais, et l'État de manière générale. Un peu à l'image de ce que l'on voit sur le secteur privé, les rencontres gouvernement-secteur privé chaque année. Il est important qu'il y ait un cadre de concertation pour que tous ces problèmes-là puissent être posés. Les problèmes de sécurité ou d'insécurité aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un cadre de débat dans lequel est-ce qu'il y a un cadre aujourd'hui dans lequel on débat de cela. Qu'est-ce qu'on fait? Si tout le monde est d'accord sur l'importance de ce secteur-là, est-ce qu'il y a un cadre officiel avec les autorités où on peut débattre de ces questions-là, en dehors un peu, je dirais, un peu de la presse, ainsi de suite, calmement? Je ne suis pas sûr qu'il y a cela. Donc, il faut arriver à apaiser un peu tous les acteurs pour que véritablement, dans le secteur minier, on connaisse son importance, pour qu'il puisse véritablement donc aller un peu plus de l'avant. Une production... Oui. Non, je voudrais ajouter à la suite du docteur Yaro que, en fait, au Burkina, j'ai l'impression, c'est vraiment une impression, qu'on a eu une vision étriquée du secteur minier. Le secteur minier, il faut le regarder dans son ensemble, c'est-à-dire en aval, dans la production, en amont, dans la production et en aval. Le problème, c'est que, pour le secteur de l'or, en aval, il est très court parce que les concentrations qui sortent sont suffisamment intéressantes, sont suffisamment élevées. Mais on peut travailler beaucoup en aval pour mieux disséminer le secteur minier dans l'économie. C'est ce qu'on a appelé par un anglicisme local content, c'est-à-dire il faut essayer de travailler tous les métiers, toutes les entreprises en amont qui travaillent avec le secteur minier et que le secteur minier soit regardé à travers l'ensemble de cette chaîne-là et non pas uniquement la mine qui est là. Il faut voir que la mine qui est là mobilise en amont un certain nombre d'entreprises, grandes comme petites, et qui mobilisent aussi des chiffres d'affaires importants et conséquents, qui développent des emplois, etc. Je pense que si effectivement on arrive dans des cadres de concertation à élargir cette vision sur le secteur minier, on va se rendre compte même qu'il y a des compétences qu'on va développer dans ces entreprises-là qui fournissent au secteur minier, qui vont être répertoriées sur d'autres secteurs. Exemple, je prends un exemple tout bête. Supposons qu'une mine dise, par exemple, moi je veux, je ne sais pas moi, 5 tonnes de cuisses de poulet de 200 grammes. Je ne suis pas sûr qu'au Burkina, on peut trouver une entreprise qui fournisse exactement 200 grammes de poulet, de cuisses de poulet sur
sur une tonne. Alors que si vous prenez des entreprises en Argentine, etc., tout ça c'est possible. Mais si à travers le secteur minier, on arrive par exemple à faire qu'au Burkina Faso, il y a des gens qui arrivent à faire ça, il n'y aura plus que les mines qui vont profiter. Vous comprenez? Il y aura une espèce de diffusion de cette compétence-là sur d'autres secteurs, de la restauration, sur d'autres entreprises, etc. Et ça va être intéressant, donc cette vision globale du secteur minier. En fait. Et c'est intéressant sur le plan des finances publiques. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de segmentation, en fait, de la richesse nationale. Et tout ce qu'on appelle la fraude fiscale et ainsi de suite, on peut la réduire justement à travers... puisque les entreprises ne font pas la même chose, donc on a la possibilité de les fiscaliser davantage, de manière spécifique, en fonction de leurs activités. Et là, on a beaucoup plus de chances d'éviter la fraude fiscale que l'on a dans certaines circonstances. C'est une réalité, justement. Parlons de ces sous-traitants, ce concept de local content. En termes d'impact, c'est vrai qu'on pense directement aux sociétés minières et au manque à gagner pour l'État, mais il y a effectivement cette catégorie du Burkinabé organisée en société. C'est vrai qu'il y a eu de l'assainissement côté texte récemment qui devrait permettre de booster aussi ce domaine, mais avec la situation sécuritaire, j'imagine que les gens seront prudents aussi à investir suffisamment dans ce domaine. Oui, effectivement. Les mines qui sont fermées, par exemple, si on prend les mines qui sont fermées, tous les sous-traitants qui travaillent avec eux sont sinistrés. Donc, effectivement, on peut commencer à se dire, bon, effectivement, on ne va plus investir avec la même intensité dans ces entreprises-là qui faisaient le local content comme avant, puisque nous sommes dans une situation, effectivement, où, en réalité, elles sont les premières impactées parce que c'est elles leurs produits sont objets de la logistique. Donc, quand les convois d'approvisionnement sont attaqués, elles sont directement impactées. Voilà. Actuellement, on n'a pas encore fait je n'ai pas encore vu des données, en tout cas, on ne l'a pas encore fait sur les entreprises de local content qui sont en faillite ou qui sont en difficulté à cause de cette situation-là, mais je pense que ça viendra. Ça doit être énorme aussi, on voit tous voilà, ces camions incendiés, etc. Oui, M. Savadogo, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact, il est là. Il y a le matériel aussi. C'est du matériel lourd qui coûte cher, justement, dans ce secteur-là. Ce sont des pertes, mais c'est aussi des travailleurs de ces sociétés minières aussi qui sont victimes. Victimes, oui. Vous avez de plus en plus de travailleurs qui sont victimes. Vous avez le matériel, toute la logistique qui est en permanence ou bien continuellement endommagée. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines de cela, vous avez vu sur l'axe Kayadori, où on a une 60aine de camions qui ont été lâchement brûlés, tout simplement, et après un ravitaillement d'une mine. Et vous voyez que la mine de Taparco a décidé, par exemple, de fermer, non pas parce qu'elle a attaqué, parce qu'elle s'est retrouvée dans l'épicentre de la violence. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'axe Kayadori, Taparco est carrément un nid où le groupe armé pullule. Donc ça veut dire que si elle ne fermait pas, ça veut dire qu'elle allait mettre en péril la vie de ces agents. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'il faut interpeller l'État pour que l'État anticipe sur la protection des mines. Et pour la protection des mines, des fois on pense qu'on a besoin de gros moyens pour ça. Mais il y a ce qu'on appelle la stratégie de l'acceptation, l'acceptance même de ces mines-là, qui fait qu'il faut beaucoup de communication en amont, d'abord, avec les populations. Il faut que les populations prennent conscience que, en réalité, ces mines sont d'une grande importance d'abord pour elles, ensuite pour l'État aussi. Et aussi, l'action de l'État doit être en sorte que les populations ne se sentent pas frustrées. Parce que vous savez, le groupe armé surfe sur la frustration des populations pour les faire basculer de leur côté. Donc ça veut dire que l'État doit communiquer pourquoi elle pose telle ou telle action, et de même que la mine. Donc ça veut dire qu'en amont, il y a un travail de communication qui doit être fait avec les populations, parce qu'il y a le groupe armé qui dévance deux fois l'État en communiquant avec ces populations-là. Vous avez le fait que
les groupes armés instrumentalisent les orpailleurs, l'orpaillage artisanal, pour les remonter contre les mines industrielles. On l'a vu à Houndé également. Exactement. Aussi, on l'a il y a vu à eu cette Houndé, on l'a vu dans le situation. sud-ouest. Et si vous avez remarqué, à Houndé, après le clash entre l'État et la mine et les orpailleurs, la région du centre-ouest a complètement basculé. Parce que tout simplement, en tentant de résoudre le problème, on a créé des frustrés et les groupes armés ont récupéré ces frustrés pour en faire des bras armés. Voilà pourquoi je dis que, et c'est très important, effectivement, en tandem avec les mines, mais surtout l'État, communique. Et la protection, elle n'est pas forcément musclée, elle n'est pas forcément armée, elle n'est pas forcément... Elle est aussi stratégique. Et c'est cette protection stratégique-là qui peut permettre à ce que les mines même soient protégées par les populations. Parce qu'il n'y a pas meilleure protection que cette protection est faite par les populations. Donc, j'aimerais terminer en disant que ce clash entre l'orpaillage artisanal et les mines industrielles doit être aussi résolu par l'État. Parce que si l'État organise correctement l'orpaillage artisanal, réglemente, je pense que ça va permettre une cohabitation ou une coexistence Pacifique. pacifique entre ces deux entités. Parce que l'orpaillage est une transition aussi, c'est une transition par laquelle les groupes armés passent pour continuer à se ravitailler et aussi à impacter négativement l'action posée par l'État. Oui, docteur Yaro, autre situation, quand on parle de perte de recettes, c'est aussi, on n'imagine pas comment tout cela se calcule, mais c'est aussi, on sait qu'il y a forcément une baisse des chiffres d'affaires au niveau Tout à fait. des sociétés minières. Forcément, ça a un impact parce que là aussi, désormais, le transport, il est aérien pour les sociétés minières. Il est aérien, et ce qui fait que les entreprises de transport classiques que l'on avait n'arrivent plus à avoir donc les marchés normalement. Vous savez, nous sommes dans une économie, nos économies sont des économies du type traditionnel, où le simple camion qui passe au village, il s'arrête et puis il y a une petite économie donc, qui se crée. Donc, s'il n'y a plus ces personnes-là, s'il n'y a plus ces moyens de transport, il est évident donc, que ça va impacter donc, sur les chiffres d'affaires donc, de ces entreprises-là, les chiffres d'affaires, les bénéfices éventuellement, et puis tout ce qu'il y a comme écosystème en fait, autour. Parce que lorsque vous regardez un camionneur, par exemple, c'est un apprenti, comme on le dit, c'est une roue qui est achetée quelque part, c'est au village, moi je prends le cas un peu de chez moi, où quand les camionneurs passent, vous avez des petits mécaniciens qui sont au bord de la route, et ainsi de suite, jusqu'au matin. Donc si ces personnes ne passent plus, il est évident donc que c'est une économie qui se meurt, et donc naturellement, donc, sur le plan fiscal, on ne peut pas demander donc, à des entreprises donc, moribondes de payer donc, des impôts. Parce que l'impôt sur le bénéfice, il faut désormais Évidemment. soustraire aussi le coût du transport aérien, c'est aussi ça. De toute façon, l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés, c'est le bénéfice de l'entreprise. Ce sont les recettes moins les dépenses. Donc, si les dépenses deviennent de Si plus le en plus coût du lourdes... transport augmente, Ben il oui, faut voilà, aussi évidemment. soustraire cela. Exactement. Si le coût du transport augmente, si les dépenses augmentent, il est évident que le bénéfice donc, va diminuer. Et naturellement, donc, l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés va donc baisser. Docteur Lompo, c'est aussi un impact sur le Fonds minier de développement local aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Parce que c'est comme je disais, hein, le fonds de développement local, c'est 49 milliards. Donc, des mines qui ferment, ça veut dire que l'argent n'est plus versé aux collectivités. Prenez, je touche du bois hein, pour que ça n'arrive pas. Mais si une localité comme Houndé tombe, c'est 1 milliard de moins dans le budget de la commune de Houndé. C'est une commune milliardaire grâce aux mines. Ben oui, justement. Donc, vous comprenez ce que ça fait et ce que ça devient. Donc, le fonds de développement local est très important pour les communes. Il y a beaucoup de communes qui naissent ou qui renaissent à cause de ce fonds de développement local. Donc, s'il y a un impact sur le secteur minier, donc c'est tout cet argent qui sera perdu. C'est comme je disais, hein, on estime déjà actuellement à peu près à 144 milliards l'argent qui est dépensé dans les communes. Bon, ça c'est le fonds de développement, le fonds de développement local. Mais il faut dire aussi que il y a parfois des interventions directes des miniers
dans les communes. Dans le cadre de la RSE, par exemple. Dans le cadre de la RSE ou dans le cadre des appuis budgétaires directs qui se fait. Donc, quand une mine ferme, tout ça, ça s'arrête. Vous comprenez? Bon, mais aussi, je voulais quand même parler un peu de même ceux qui travaillent dans les mines. Parce qu'il y a aussi un impact pour ceux qui travaillent dans les mines qui est même psychologique, qui est la tension. Parce que moi, j'ai travaillé au Nigeria, dans une zone où il y avait les rebelles du Mende. Bon, je comprends qu'il y a un stress qui doit être même, je ne dirais pas que c'est une maladie du travail. Un impact psychologique certain. Voilà, un impact psychologique certain qui est proche, en tout cas qu'on doit regarder avec beaucoup de sérieux parce que ça peut baisser la productivité des travailleurs. Et ça aussi, effectivement, ça peut avoir un impact économique par la suite puisque la productivité du travailleur baisse. Ça aussi, c'est... Bon, oui. Ensuite, ce n'est pas que le fonds vous avez posé la question, développement local, il y a aussi le fonds sur la recherche. Donc, je vous ai dit, il y a 15 milliards qui est 2020 qui a été sur la table. Donc si les mines ferment, tout ça c'est quand même de gros problèmes pour la recherche, pour l'éducation, pour le phonaire, exactement. Il faut craindre justement cet impact-là. Les étudiants ne voudront pas l'entendre. Je pense à mes étudiants quand même, parce qu'il y a une partie aussi qui va au phonaire. Donc vous voyez que tout ça, ça va être impacté. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que l'État doit sérieusement mettre la sécurité autour des mines et permettre à ce secteur-là véritablement de continuer à jouer son rôle de pôle de croissance. Sécuriser les mines, c'est sécuriser des recettes, justement, tout simplement, pour l'État. Oui, docteur Yaro, vous travaillez, vous avez un livre qui va sortir justement sur le développement au niveau local. C'est-à-dire la contribution des impôts locaux. Et on se rend compte effectivement qu'en matière d'impôts locaux aujourd'hui, il y a un impact sérieux donc, sur la rentabilité, sur les recettes locales et donc naturellement donc, sur les programmes de développement donc, au plan local. Et là, c'est indéniable. Je pense que les chiffres, dans mon ouvrage qui va apparaître, donc vous allez voir dans les chiffres, c'est quand même des chiffres qui sont assez parlants. C'est-à-dire il va y avoir des programmes de développement qui seront abandonnés ou qui seront reportés donc, pour les années à venir, faute naturellement donc, de ressources. Alors, Mahamadou Savadogo, finalement, la sécurité aujourd'hui des mines, ça doit coûter cher. J'imagine que ce sont des ressources supplémentaires que les mines doivent mettre justement pour prendre en compte cette donne sécuritaire. Oui, ce sont des ressources supplémentaires et surtout ce sont des ressources peut-être qui n'étaient pas prévues. Voilà, lorsque on était en train de concevoir et d'implanter. Et aussi c'est carrément une réorganisation du système, des dispositifs sécuritaires. Aujourd'hui, les mines sont obligées non seulement d'assurer leur propre sécurité, mais aussi de demander à ce que l'État assure leur propre sécurité. Et vous savez que la plupart aujourd'hui de ceux qui travaillent dans les mines sont transvasés par voie aérienne. Donc imaginez les rotations en avion, c'est extrêmement cher. Et sans oublier qu'il y a le fait qu'il y a ce stress, comme l'a dit le docteur Lompo, qui fait que celui qui travaille aujourd'hui dans les mines, il se sent comme en prison parce qu'il n'ose pas sortir hors de la mine. Pas question parce que tu es sûr de ne pas y retourner. Alors, et de ce fait, vous avez aussi le fait que ceux qui acceptent toujours de convoyer le matériel des mines, le prix aussi va grimper. Parce que si j'utilise mon camion pour transporter le matériel des mines, en me disant que peut-être j'ai 80% de chances d'être attaqué, que le camion disparaisse, ça veut dire que je vais faire monter les enchères. En matière d'assurance, par exemple. Justement, en matière d'assurance, voilà. Oui. Et les mines aussi sont obligées de recruter beaucoup de sociétés de sécurité. D'ailleurs, il y a des sociétés qui ne peuvent même plus le faire. Donc, ils sont obligés eux-mêmes de recruter eux-mêmes des gens pour assurer la sécurité. Donc, il y a tout ça. Et il y a aussi le fait que, même après la fermeture de ces mines, ils sont obligés de continuer à payer pour la sécurisation de ces mines parce qu'on ne peut pas laisser ces mines comme ça à ciel ouvert à la disposition des groupes armés qui vont continuer à se ravitailler. Et comme je l'ai dit,
Et en plus de l'impact économique, social, il y a même l'impact environnemental. Imaginez-vous un instant que ces mines soient sous le contrôle des groupes armés. Imaginez les dégâts environnementaux et les dégâts environnementaux que ça peut poser. Ça va être catastrophique pour l'ensemble de la zone. Parce que les mines qui ont le contrôle de ces zones ont quand même des obligations. Ils ont mis en place des dispositifs qui permettent quand même de protéger sur le plan environnemental. Donc il y a tout ça. Et je peux dire même que c'est des bombes. C'est des bombes à ciel ouvert. Parce que si on laisse tout ça à la portée des groupes armés terroristes, ben, ils vont le déverser et rien que pour causer des dégâts. Et ensuite, il y a le fait qu'en mobilisant les forces de défense et de sécurité, comme je l'ai dit, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner et qui fait que, bon, et ils sont obligés de se détourner vers les mines et de laisser une partie, effectivement, des opérations. Donc, il y a tout ça qui fait que et c'est extrêmement compliqué pour ces mines de fonctionner. Et il y a un circuit. Et on se demande maintenant, je pense qu'il faut effectivement féliciter les mines qui continuent de fonctionner dans ce contexte-là. Et on se demande effectivement, est-ce que dans 2-3 ans, si ça continue comme ça, est-ce qu'ils ne vont pas s'essouffler? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils ne vont pas finalement se souffler, ou bien peut-être que l'État va faire une contrepartie. Voilà. Oui. Docteur Lompo, on parlait justement de l'impact sur un certain nombre de dimensions. On n'a pas du Fonds milieu de développement rural, mais on parle aussi il y a un fonds dédié aussi à la réhabilitation, justement. Ça aussi, forcément, il y a un impact également. Oui, nécessairement qu'il y a un impact. Il y a le fonds de réhabilitation et de fermeture. Puisque ce fonds-là, c'est de l'argent que la mine met de côté, pour simplifier pour nos téléspectateurs, c'est de l'argent que la mine met de côté pour que, à la fin, elle puisse utiliser cet argent donc pour, si éventuellement il y avait encore des choses à faire au niveau environnemental, que pour reverdir, on puisse utiliser cet argent pour effectivement remettre tout à peu près normalement. Le vrai problème, c'est qu'actuellement, lorsque les mines ferment ou sont dans des situations où on ne peut plus aller, on ne peut plus avoir une évaluation environnementale. Puisque normalement, dans ce fonds de réhabilitation, il est mis à jour chaque 2 ans, je crois, et donc les versements sont liés à ça. Donc, si on n'arrive plus à faire ces mises à jour, ça crée un problème pour ce fonds-là. Et lorsque les mines s'arrêtent, effectivement, tout s'arrête. Voilà. Même ce fonds de réhabilitation, d'une certaine façon, théoriquement, devrait s'arrêter. Et c'est ça la catastrophe environnementale, puisque le temps de l'exploitation de la mine n'est plus maîtrisé. Voyez. Donc l'impact environnemental n'est plus... je ne veux pas dire n'est plus maîtrisé, mais en tout cas une incertitude qui est liée au fait que la production n'est plus tout à fait assurée comme ça devrait l'être. Oui, une question justement par rapport au temps d'exploitation. Ce sont des conventions, la mine, il y a une durée. Et quand justement elle ferme comme ça avant date, comment tout cela est géré? Bon, au niveau juridique, je ne suis pas juriste, je ne sais pas trop comment ça se passe exactement au niveau juridique, comment ça se fait, mais bon, lorsque une mine... Les années non exploitées, il faudra les rattraper. Oui, tout à fait, puisque quand une mine est dans l'impossibilité de mener ses activités, l'État lui permet effectivement d'arrêter, de suspendre en tout cas les activités. Bon, ce n'est pas uniquement le terrorisme, même si à un certain moment, pour des raisons économiques, la situation économique était telle qu'il y a des surcoûts qui rendaient impossible l'exploitation. Les textes permettent effectivement à la mine de demander une suspension de l'exploitation sur une durée déterminée avant de reprendre. Maintenant, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas rentrer dans les méandres juridiques de la question. Docteur Yaro, on est en train d'aller vers la fin de cette émission, mais dans ce contexte-là, avec tout l'impact qu'on vient de voir, toutes ces conséquences assez énormes quand même, pour les sociétés minières, c'est beaucoup d'argent aujourd'hui perdu parce qu'un investissement, c'est de la planification. On espère
comme on dit, c'est du business qu'on fait, mais quand il y a de telles situations, ça veut dire qu'on ne rentabilise pas forcément et c'est un manque à gagner pour ces sociétés-là, un manque à gagner également pour l'État. Est-ce que dans ces contextes, parce qu'on entend aussi des voix dire, on est en période de transition, comme en 2015, il y a eu une révision de cause minier, on entend encore des gens dire qu'il faut revoir les choses parce qu'on pense qu'il y a suffisamment d'argent à prendre au niveau du secteur minier. Est-ce qu'avec tout cet impact de la situation sécuritaire, véritablement, il faut y penser encore? Non, il faut y penser. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous puissions poser, dans un cadre de concertation, tous les problèmes du secteur minier. Est-ce que les codes que nous avons mis en place ont été véritablement appliqués? Est-ce que chaque acteur a joué en fait sa partition? Ce sont des choses qu'on n'a pas officiellement donc dit. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, certains pensent effectivement qu'il faut relire les différentes conventions, il faut relire les différents codes. Mais moi, je dis d'abord qu'il faut appliquer déjà ce que l'on a eu à faire pour voir les impacts, pour voir un peu les difficultés qu'il y a eu, sur le plan juridique par exemple, les difficultés qu'il y a eu. Et ça, à mon avis, il faut un cadre de concertation périodique, peut-être toutes les années, toutes les 2 années, pour que le secteur minier puisse venir poser ses problèmes. L'État également, en retour, va dire, bon, voilà mes préoccupations, qu'est-ce qu'on peut trouver comme motus pour pouvoir avancer. Donc, du travail à faire en termes de perspective. Et comme vous l'avez dit, Mahamadou Savadogo, il faut que l'État fasse encore des efforts par rapport à la sécurisation de ces sites miniers, et justement pour pouvoir préserver encore des possibilités de ressources à engranger pour justement continuer à avoir les ressources pour les achats d'armes et justement la prise en charge des forces de défense et de sécurité et des VDP. Oui, et vous savez que tout a commencé par les mines, puisque la première attaque terroriste au Burkina a commencé dans une mine Tambao avec l'enlèvement d'un expatrié, le Roumain. Et donc ça veut dire que normalement on devait considérer les mines comme des points sensibles, des zones sensibles, et il y a une protection particulière pour ces zones sensibles. Il y a aussi des moyens et un dispositif particulier qu'on devrait mettre autour de ces mines pour vraiment les permettre non seulement de continuer à produire, mais aussi de ne pas tomber surtout entre les mains des groupes armés terroristes. Normalement, on devait avoir les pôles économiques autour des mines devaient être les zones les plus sécurisées, les zones où on continue toujours à exercer, parce que, comme je l'ai dit, je le répète, les groupes armés servent sur la frustration des populations, servent sur les tensions locales pour créer non seulement des conflits, mais aussi soulever ou bien si vous voulez faire basculer la population de leur côté. Donc il est important effectivement qu'on ramène cet équilibre-là et qu'on sécurise les villages, les zones d'activité de ces mines, afin qu'effectivement on puisse tirer le maximum de potentialité de ces mines. Et pour moi, c'est un enjeu, et c'est même le plus grand enjeu présentement, puisque après les ressources naturelles, vous savez, ça évoluait. Avant, les groupes armés étaient financés à travers le rap d'expatriés, le rap de personnes, et ça leur rapportait beaucoup d'argent. Mais comme ils n'ont plus l'occasion effectivement de faire des enlèvements, et ils se sont adaptés en utilisant maintenant, en se focalisant sur les ressources naturelles et les ressources minéralières et fauniques. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, et lorsqu'ils prennent le contrôle de ces ressources, eh bien, la population locale est obligée de se soumettre parce qu'elle n'a autre choix si elle veut bénéficier des fruits de ces ressources. Elle n'a autre choix que de se soumettre à leurs desiderata et à leur volonté. Donc pour moi, c'est stratégique et il faut effectivement répertorier, cartographier tous ces points sensibles-là, ces zones sensibles et projeter une récupération, une stabilisation et aussi une protection de façon définitive. Oui, docteur Lompo, pour terminer, justement, il y a du travail à faire en termes de perspective, justement, pour régler cette question qui nous fait perdre beaucoup d'argent, surtout ne pas voir les sociétés minières comme une affaire de sociétés étrangères, mais c'est une affaire de tous parce que les chiffres, vous les avez donnés ici, en termes d'emploi et de recettes aussi pour l'État. C'est assez énorme. Pour la formation des jeunes, c'est important. Donc, on y gagne tous. Tout à fait. Non, je pense, moi, pour peut-être terminer, moi, je vais reprendre un peu, je vais aller un peu dans le sens de l'expert sécurité. C'est-à-dire que, bon, c'est clairement, l'État doit faire en sorte que les mines continuent de fonctionner.
Mais comme il l'a dit, il faut réfléchir en termes de stratégie de sécurisation. Il faut réfléchir en termes de stratégie parce qu'il faut vraiment impliquer les populations locales dans la protection de la mine aussi, puisqu'elles sont les premières bénéficiaires, d'une certaine façon, de la continuation de la production minière. Et là, je pense qu'il y a du travail à faire. L'État peut s'investir, mais surtout, moi, je voudrais peut-être lancer un appel aux OSC, aux associations qui travaillent avec les populations locales pour les aider à revendiquer leurs droits, parce qu'on voit ça souvent, donc pour les aider à revendiquer leurs droits, comme ils disent, la RSE, etc. Il faut, bon, personnellement, en tout cas, je lance un appel à toutes ces associations et ONG de se mobiliser aussi, peut-être, pour essayer de continuer à mobiliser les communautés locales pour soutenir les mines qui sont là. Parce qu'effectivement, ce qu'on a vécu dernièrement à Houndé est très grave en réalité. Voilà. Donc, parce qu'on a comme l'impression d'une opposition entre communauté locale et la mine. Il faut vraiment travailler à ce que ça n'arrive pas. Et là, moi, je pense que des acteurs comme les associations, les ONG peuvent aider véritablement à sensibiliser les populations locales à protéger les mines. Et l'État aussi, hein, à travers sa présence dans les collectivités, devrait continuer à travailler effectivement à cette protection-là pour que les mines restent véritablement des secteurs de production, des secteurs d'entraînement, comme on dit en économie. Et l'économie. Voilà, des autres secteurs. Des autres secteurs. Docteur Yaro, pour terminer justement sur ce secteur-là, c'est effectivement en termes de perspective, comme vous l'avez dit, il faut créer le cadre rapidement pour réfléchir à cette équation et trouver les bonnes réponses pour permettre à ce secteur de continuer à garder sa vitalité. Et comme le docteur Lompo l'a dit, c'est aussi préserver ce cycle-là, parce qu'effectivement, s'il n'y a plus de permis d'exploration, effectivement, toute la conséquence, elle est immédiate. Faire en sorte que justement ce secteur-là puisse encore devenir plus structurant encore, davantage donc plus structurant, et puis faire en sorte que nous puissions rentrer définitivement, je dirais, dans le cercle un peu fermé des pays à tradition minière. Parce que, comme il a dit, la première mine industrielle, c'était en 2007, vous l'avez dit? Non, en 2007, il n'y avait qu'une seule. Alors, quand on regarde aujourd'hui, nous avons à peu près 17 mines. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait cet effet d'entraînement-là qui puisse faire en sorte que tout l'écosystème autour puisse vraiment se développer et puis être un facteur dans le développement. En matière de formation, par exemple, il est important, par exemple, que nous ayons un seuil critique d'un certain nombre de personnes que l'on forme. Si vous prenez un pays comme le Ghana, qui a une longue tradition donc minière, il y a des problèmes qui ne se posent plus au Ghana, parce que simplement, aujourd'hui, ça fait des siècles que le Ghana exploite donc ces mines. Et je pense qu'il faut qu'on en arrive à cela. Il ne faut pas que ça soit arrêté. Il ne faut pas qu'on arrête donc les mines. Il faut que ça continue. On a des solutions dont l'expert en sécurité donc vient de donner certaines hypothèses de travail. Donc il faut faire en sorte que les mines soient effectivement donc ce secteur structurant-là. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais ces difficultés-là, il faut être capable donc de les lever pour que vraiment dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'école par exemple de Fada, l'université de Fada puisse vraiment jouer son rôle, que par exemple les fournisseurs, par exemple en matière de produits miniers, puissent vraiment se professionnaliser donc davantage. Il a parlé par exemple de ceux qui, si on vous demande par exemple de donner tant de tonnes ou tant de kilos de viande, voilà, c'est tout cet écosystème-là qu'il faut arriver à mettre en place et puis trouver les solutions donc à court, moyen et à long terme. À court, moyen et long terme, justement, en tout cas au niveau de la Chambre des mines du Burkina, la réflexion stratégique se mène justement pour défendre les intérêts justement des sociétés minières. Et justement, l'État est amené à jouer aussi sa partition dans le cadre de ce cadre global de réflexion par rapport à la sécurisation
des mines, puisqu'on l'a dit, effectivement, l'impact aujourd'hui, il est énorme. C'est un peu la moitié sur les 17 mines industrielles qui existent. C'est la moitié aujourd'hui qui ne fonctionne plus, avec des pertes considérables en matière d'emploi. On l'a dit, plus de 5 000, c'est bien ça. Et puis aussi les recettes au niveau donc, du budget de l'État, entre 24 et 25 milliards de francs CFA de pertes également. C'est énorme tout ça. Il faut réfléchir très rapidement pour sécuriser les mines, permettre justement à celles qui sont fermées de rouvrir, et puis permettre justement à ceux-là qui résistent de continuer à résister. Mais la résistance, c'est actuellement à prix d'or, et ça, il faut rapidement trouver la solution. Merci à vous d'être passé sur ce plateau ce soir avec nous, le docteur Kevin Lompo, enseignant-chercheur en économie du développement à l'université Thomas Sankara. Vous êtes spécialiste en économie des ressources naturelles et en RSE. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis avec nous également, il y avait le docteur Nebila Yaro, ancien ministre de l'économie numérique, ancien directeur général de l'INRF, spécialiste en droit des affaires, droit économique, spécialisé en finances publiques, en fiscalité. Effectivement, vous avez produit un ouvrage sur la TVA et bientôt sur la fiscalité locale et développement territorial. On attend impatiemment ce livre-là. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Et puis, comme d'habitude, notre expert en sécurité, Mahamadou Savadogo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci à vous qui l'avez suivi et à très vite pour d'autres questions sur le secteur minier. Bonsoir.